Nouveau format sur la chaîne, aujourd'hui on vous fait visiter le centre de secours de Rochat à Lyon. On a reçu pas mal de demandes pour venir visiter les centres de secours, mettre en lumière vos histoires, vos engins, etc. Donc on a fait cette vidéo directement à Lyon, c'est la première de la chaîne. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez vous aussi un centre de secours qui mérite le détour, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire et ça sera avec plaisir qu'on viendra vous rendre visite et mettre en avant votre centre de secours sur YouTube. En tout cas, je vous laisse avec cette belle vidéo et n'hésitez pas à nous faire des retours sur le format en espérant que ça vous plaise et qu'on puisse faire le tour de France et venir visiter un maximum de casernes. Sur ce, bonne vidéo. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène en immersion dans une caserne de Lyon et je vous laisse tout de suite sur le début de la vidéo. Profitez, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis d'avance parce que le contenu qui suit, il est fantastique. Et si vous voulez en voir plus, également, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que, à titre personnel, j'adore faire ce genre de vidéos et vu le nombre de casernes qu'il y a en France, il y a moyen d'en sortir souvent. Donc je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, on y va, direction la caserne de Lyon. Bonjour, le lieutenant Frodet Christian, donc sapeur-pompier depuis 1991 à Lyon. J'ai fait 22 ans à la caserne de Lyon-Rochat que je vous propose de visiter aujourd'hui. Bienvenue à Rochat sur une caserne qui est chargée d'histoire et qui est très impactée au niveau de du quartier. Et belle visite. Donc là, vous avez l'entrée principale de la caserne. Au milieu, en plein milieu du coup de... Du coup, on se situe dans quel arrondissement ici exactement? À Lyon 7e. Au 7e. À savoir qu'à Lyon 7e, il y a deux casernes, la caserne de Gerland et la caserne de la Guillotière, de la Madeleine. Et donc du coup, ça c'est le bâtiment original ou c'est un qui a été remonté? Ça, c'est celui-ci. Ça, c'est l'ancien couvent. Ça c'est l'ancien couvent, C'est ok. l'ancien couvent. Donc on va faire les contours d'ailleurs de l'ancien couvent. Hein. Donc ça, comme je vous disais, complètement implanté dans le quartier. Et là, le couvent, on le voit, on le suit. Ouais, on voit tout, ok. On verra mieux de l'intérieur. De la cour, ouais. Et du coup, ça a été rénové... Ça a été rénové en 2014, je crois, de Ok. mémoire. Donc là, symboliquement, on a mis l'arbre du centenaire 2024, parce qu'on avait fait une journée porte ouverte à ce sujet. Et on avait symboliquement planté l'arbre du centenaire, voilà, un joli olivier, pour garder en mémoire cet événement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des casernes qui ont plus de 100 ans, je pense. Non ? Donc la caserne, la spécificité de la caserne, ici, c'est que c'est un ancien couvent, un couvent des Picpus, et qui a été transformé en asile des vieillards à l'époque. Alors, en quelle année je ne sais plus. Néanmoins, en 1924, la caserne a été implantée ici à la Guillotière. Le faubourg de la Guillotière. Pourquoi le faubourg de la Guillotière? Parce que en fait, le quartier venait à s'agrandir à fil de l'eau. Donc, si vous voyez un petit peu la carte de l'époque, voilà. Et l'organisation de la lutte contre le feu à la Guillotière, donc c'est en 1924 a été implantée la caserne de Lyon-Rochat. D'abord 1920, un premier poste avancé, et puis après en 1924 la mise en service de la caserne de la Madeleine. Donc sous les ordres du lieutenant Pierre-Michel Rochat. Qui du coup a donné son nom à cette caserne, c'est ça? Caserne pour les raisons suite à la catastrophe de Saint-Jean qu'on évoquera plus tard. Ok. Voilà. Donc, vous avez les photos de l'époque, de la caserne ainsi que de l'implantation. Donc là, il y a On fait les escaliers originaux. les escaliers originaux. Ensuite, sur ce panneau, on voit le sauvetage nautique, une spécialité incontournable de Lyon. Donc, du fait qu'il y a Rhône-et-Saône au niveau de la métropole de Lyon, la première spécialité, c'était le sauvetage nautique. Donc, à Rochat a été une caserne nautique, en tout le premier lieu en spécialité. Ok. Ensuite... C'était la seule de la métropole du coup? C'était la seule de la métropole. Peut-être que Corneille avait déjà aussi des bateaux. Hein. Donc on peut regarder la spécificité des nautonniers. À savoir qu'il n'y a pas si longtemps, on passait tous les nautonniers encore à Lyon. Voilà, maintenant avec les outils modernes, il y a avec le sauveteur aquatique, avec les plongeurs.
Tout le monde n'a plus On besoin. n'a plus besoin de ce genre de bateau. Mais il n'y a pas si longtemps, quand je suis rentré chez les pompiers, on passait tous le nautonnier. Donc c'est une super spécialité. Très, très bon pour la cohésion. Donc voilà. Par contre, au niveau de l'aspect moderne d'une caserne, le cœur du quartier de la Guillotière, du fait qu'on a changé, on a laissé tomber au niveau de des spécialités aquatiques, puisqu'il y a des casernes maintenant qui sont dédiées, Confluence et je crois que Gerland aussi un petit peu. Parce que du coup, ici, ça se fait plus du tout. Il n'y a plus du tout. Ok. Non, il n'y a plus du tout. Par contre, on a ce qu'on appelle la spécialité milieu confiné. Donc le milieu confiné, c'est ni plus ni moins que les ELD, exploration longue durée, pour les autres sur le plan national. Nous, on s'appelle milieu confiné, donc on a le groupe d'intervention milieu confiné qui intervient dans le métro, dans les tunnels routiers, dans les tunnels ferrés et dans tout ce qui est convenu. Ok. Je pourrais l'évoquer plus tard Ouais. en présentant la spécialité. Parce que du coup, c'est également sur uniquement la métropole de Lyon ou ça s'étend... On a 3 centres support de la spécialité. Lyon-Duchère, Lyon-Corneille, Lyon-Rochat. Et moi, je suis coordinateur de la spécialité milieu confiné. La spécificité aussi du milieu confiné, c'est qu'on est tous GRESS, groupe de recherche et d'extraction et de sauvetage, tous spécialisés dans la naturel mass. Ok, donc pour ceux qui font du coup cette spécialité-là, c'est pas comme avant où c'est pour vraiment tout le monde qui rentre ici. La spécificité, c'est ceux qui sont milieu confinés sont GRESS. Ok. Après, il y a du GRESS ailleurs, mais dans tous les cas, les centres support MC sont tous GRESS, voilà, parce qu'on est des spécialistes de l'extraction. Ensuite, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, aussi la caserne donc rénovée est complètement implantée dans le quartier. Donc il y a une très grosse vie associative au niveau du quartier, au niveau de la caserne. Très grande cohésion au niveau de la caserne. On fait le Père Noël du quartier autour du 8 décembre. Et puis on fait aussi au niveau des commerçants, on fait partie intégrante des commerces, l'association des commerçants, pardon, pour les vides-greniers, les vides-greniers. Il y a le 14 juillet, le 14 juillet, et puis le Père Noël du quartier qui est attendu vraiment chaque année magnifiquement bien. Donc ça rassemble la population et on vous appelle pas les pompiers de Lyon, c'est pas que quand ça va mal, il y a des événements autour qui font que... Voilà, ça permet aussi de croiser la population dans d'autres circonstances. Donc on voit un petit peu, il y a beaucoup d'enfants, il y a 1000 gamins qui attendent le Père Noël, là, c'est extraordinaire. Et c'est pareil pour le bal du 14 juillet, ça permet de voir aussi un petit peu la population dans d'autres circonstances que des drames. Et niveau recrutement, vous avez vu une... Enfin, je pense que ça existe du coup depuis la caserne ici, ça c'est pas récent on va dire, mais est-ce que vous voyez que justement ça aide à avoir peut-être plus d'engagement ou... Pas spécifiquement. Moi j'ai une petite anecdote, on a quand même ici un professionnel qui venait quand il était enfant au Père Noël. Ouais, donc ça aide quand même indirectement. Donc ça c'est plutôt super. Après en termes d'effectifs, on est 75 pros à peu près et 25 volontaires, voilà, ça fluctue plus ou moins, 25 volontaires. Ok. Et effectivement, ça peut participer à l'adhésion et à un engagement citoyen. Ok. Et niveau effectif, actuellement, il y a plus de demandes que de places disponibles? Est-ce que vous êtes à la recherche de plus de monde? On est dans la cible. Ça se fait bien. Les pompiers volontaires, on les garde pas trop ici parce que c'est on fait quand même 10 000 interventions par an. Ok. Donc du coup, c'est intense. Du coup, c'est pas toujours évident de garder ces personnes-là pour un engagement citoyen. Ouais, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est pas l'idéal. Comme vous êtes étudiant, le lendemain il faut aller à l'école. En moyenne, vous faites 4 interventions par après minuit ici, donc le lendemain matin, il faut quand même aller au boulot. Voilà, donc c'est pas toujours évident, quoi. Ok. Pas toujours évident. C'est une caserne qui est vraiment chargée d'histoire ici, puisque catastrophe de Saint-Jean, donc survenue le 13 novembre 1930. Donc on a 19 sapeurs-pompiers qui sont décédés lors de l'éboulement de la colline, voilà, à Saint-Jean, Fourvière. Et à Rochat, nous avons 8 sapeurs-pompiers, dont le capitaine Pierre-Michel Rochat, donc, qui a été nommé capitaine à titre posthume par rapport à son décès et qui a donné le nom à la caserne, en fait. Voilà, donc, comme vous pouvez voir les photos, là, c'est quand même chargé d'histoire.
tous les jours, on passe quand même devant ce panneau qui nous rappelle que le métier de sapeur-pompier, il est dangereux. Donc voilà. L'engagement est total. C'est dingue, ouais, des vidéos en 1930. Ouais, c'est le montage, hein, c'est les archives. Standard. Ouais. Yes. Donc là, nos standards, on n'a plus de standardistes comme à l'ancienne. Hein. Chacun vient prendre son Telex. Hein, donc le Telex, il sort ici. Vous avez vos engins, la gestion d'engins qui est ici. Là. Voilà, là, vous avez Artemis. Donc tous les engins que vous avez vus dans le hall, ils sont sur la visu et tout le personnel qui est dans les engins sont soit en position intervention, soit à la caserne. Donc en rouge, ils sont en intervention. En vert, ils sont à disposition à la caserne. Ok. Donc voilà, la personne est complètement autonome, hein, elle tire son Telex, elle peut regarder au niveau de l'itinéraire, elle prend son plan, d'accord, elle peut prendre du renseignement supplémentaire au niveau du 18, et puis derrière vous avez la cartographie qui vous permet aussi de tout de suite vous outiller sur le plan. Ok. Et du coup le CTR il se situe où ici? CTR se situe à Rabelais. Rue Rabelais, okay. À côté du Corneille, Pierre Corneille, la caserne de Pierre Corneille. Ok, parfait. Bien, tiens. Du coup, on arrive dans l'accueil. Ici, on a plutôt une salle de repos avec une bibliothèque opérationnelle. Voilà. Si vous voulez réviser les directives opérationnelles, tous les guides techniques, voilà, ça permet un temps de repos, d'échanger. Ça fait partie de la caserne, le terrain? Ouais. Ah oui, stop ça. Oui, ok, ouais, d'accord, on est encore dedans. Oui, effectivement, on voit bien le... Avant, il y avait un petit bâtiment ici, là, qui n'existe plus. Donc en fait, on voit bien l'ancien couvent, le pourtour. On voit bien l'ancien couvent. Voilà, donc la modernisation de la caserne a fait qu'on a créé ce hall et fait tomber la chapelle. La chapelle n'existe plus. Du coup, la chapelle se situait à la place. À peu près à ce niveau-là. Ok. Ouais. Donc, on a fait un toit terrasse, voilà, avec une modernisation de la caserne. Hein, création d'un city stade là pour les sport co. Voilà, avec une petite cour. Mais on voit quand même encore l'ancien couvent. Et du coup, là-bas, c'est les chambres, etc. C'est ça? Les chambrées, elles sont là. Ok. Au-dessus du city. Par contre, à droite, c'est nos camarades de la police municipale qui ont récupéré les locaux. mais ils sont plus chez nous en fait. Ouais, vous, ça s'arrête à la grille. Ok. Par contre, on voit bien quand même complètement l'ancien couvent. Là, je vais vous emmener au milieu confiné maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, donc bienvenue au milieu confiné, le groupe d'intervention de milieu confiné. Donc la spécificité de ce groupe, c'est qu'on a du bibouteille, d'accord, un SA 2x6,8. Ce qui permet d'avoir beaucoup plus de temps. Voilà, beaucoup plus d'autonomie, voilà, pour la longue durée. Et ça donne quoi en termes du coup d'autonomie? Là, sur le papier, on est à 1h18 à peu près. Ok. Voilà, sur une consommation faible. Hein, mais... standard. Et après, on a tout ce qui est RICF. Voilà, circuit fermé. Donc, du coup, donc sur le papier, 4 heures. Quand tu fais un portage d'1 heure, ça entame déjà bien. Ok. Mais on a une possibilité de monter jusqu'à 4 heures. Voilà, en termes de sécurité de l'intervenant, on augmente le temps de portage avec ce genre d'appareil. Ok, et vous sauriez expliquer pour ceux qui n'ont jamais vu ce matériel-là ou qui n'en ont pas connaissance, comment ça fonctionne plus ou moins par rapport à un aéri classique? C'est simple, hein, c'est un circuit fermé, donc l'air expiré, on va venir aller sur la cartouche de chaud sodé, d'accord? Ça va venir capter le CO2, venir gonfler un ballon, là, un poumon en fait, qui va remplacer ton poumon. Pour ramener l'air à 21%, on fait un apport d'oxygène en débit constant, d'accord, ce qui va gonfler le ballon. Et du coup, cet air va repasser par un réservoir
avec un glaçon pour rafraîchir l'air parce que la transformation chimique de la chaux sodée, en fait, de l'absorbeur de CO2, en fait, réchauffe l'air. Donc, on va venir avec le glaçon refroidir l'air, voilà. Et après, on va venir respirer l'air, son propre air qui a été refroidi et remis en oxygène. Et on va répulser par ici. Et on fait le circuit fermé comme ceci. En sachant que l'efficacité du glaçon, ça ne dure pas trop longtemps, hein, quand même. Hein. Avec la chaleur, etc. Ouais. Au bout d'une demi-heure, t'as un bon sèche-cheveux dans la bouche, hein, quand même. Ok. Donc, agréable. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne. On a des opérateurs qui s'entraînent spécifiquement sur le BGT. Et du coup, quand l'air devient plus chaud, vous changez. Il y a quelque chose à changer ou l'inter se continue Gestion physiologique, physique, mentale. Ouais, donc d'où la préparation en amont. La préparation. La préparation. Donc là, c'est notre petit laboratoire technique. On peut appeler ça plutôt une plateforme de maintenance. Donc tu vas arriver. On a plutôt un... Alors ça, je tiens à le dire quand même, on est assez autonome dans notre gestion, d'accord ? Ok. On n'est pas, on dépend pas de la logistique. On est complètement autonome dans notre façon d'être et de façon de faire. Pour la révision du matériel, etc. Donc la plateforme, elle est divisée en 3 là. Donc quand vous avez porté, on défait tous les appareils, on les démonte, on les trempe, on les lave, on les désinfecte et on les sèche. D'accord ? Donc du coup, ça, on est ici dans la zone rouge qui permet cette démontage d'appareils. Voilà. Là, on peut sécher avec des armoires séchantes dédiées. Okay. D'accord ? Ensuite, pour pas perdre de temps, chaque appareil a son kit. D'accord ? Je prends l'appareil numéro 36 à son kit numéro 36. Avec toutes les rechanges. Il y a cette pièce de rechange quasiment. Donc, pour pas perdre de temps, on peut déjà remonter un petit peu les appareils. Voilà. Donc, une fois fait, tout est fait, tout est tracé, tout est nickel propre. Parfait. Donc, on remonte l'appareil ici. Et après, on passe l'appareil au banc de contrôle qui est ici. Et à ce moment-là, quand l'appareil il est contrôlé, on se retrouve donc ici avec des appareils qui sont en zone verte. Voilà, donc là, je me pose zéro question. L'appareil, il est contrôlé avec un PV de contrôle qui va bien. Et là, je me pose zéro question. Mon appareil, il est dans la zone verte. On sait qu'on peut prendre ces appareils pour partir. Ok. Et petite question poids entre du coup ces aéris-là et celui. Ça, c'est plus lourd. Le bibouteille est à 17 980. Ok. Tu dois pas te dépasser 18 kilos. Et là, on doit être avec la glace, on doit être à 15,4, je crois. Ok. Donc c'est plutôt à l'aise à porter ça. Ça se met comme un gros sac à dos. C'est plutôt au confort, ouais. Ok. Et du coup, combien de personnels sont sous cette spécialité ? Alors, à la spécialité, nous, on est à peu près 150 opérateurs. Voilà. Donc là, sur toute la métropole ? Sur toute la métropole, 300 de supports milieu confinés. Et puis, on a 30 chefs de groupe spécialisés. Ok. Voilà. L'année dernière, en moyenne, on a fait 17 interventions. Un peu tout. Alors, notre fonds de commerce, nous, c'est le parc de stationnement couvert. En général. Les tunnels et tout ça. Voilà. Après, les tunnels, la spécificité de la spécialité, c'est qu'on a développé des techniques opérationnelles dans le métro et à la SNCF, avec des lorries, avec un engagement à des équipes de 4. Ok. Donc, on est très aguerris pour ça. Par contre, on ne fait pas beaucoup d'interventions à ce niveau-là. Oui, c'est assez rare. Mais vous êtes prêts si jamais demain tout à fait. il y a besoin. Vous avez sur les murs un petit peu des photos. Là. Alors, c'est un peu les sites d'entraînement qu'on a. Alors, notamment, ça, c'est les galeries sous la Croix-Rousse, la colline de la Croix-Rousse, dans ce qu'on appelle les arêtes de poissons. Ok. Donc, c'est un peu notre terrain de jeu et notre parcours initial quand vous rentrez au stage MC1, en fait. Ok. C'est des sortes de catacombes sous la ville. On peut dire, voilà, c'est pas tout à fait des catacombes, mais c'est une espèce de galerie de l'époque romaine. Ok. Donc, il y a 1,4 km de galerie. Ok. Et c'est notre parcours initiatique. Voilà. Donc, c'est très engageant. L'immersion totale, quoi. L'immersion totale. Là, c'est plutôt dans le métro. Et puis là, ce qu'on voit aussi, il y a un peu les tours aussi. Alors, notre terrain de jeu, c'est les tours, parce qu'on fait beaucoup de cardio dans les tours.
Voilà, on a la tournade du Cher là, qui est ici aussi. On a fait aussi des exercices dans le tunnelier avec les prolongations du métro. Alors, il y a 2, 3, 4 ans, là. On fait des exercices entre 800 et 1400 mètres. C'était sur une période chantier, à l'instar de ce que font la brigade des pompiers de Paris au Grand Paris Express. Donc, bon entraînement. Ouais, c'était un bon entraînement. Ouais, puis conditions réelles, du coup. Conditions un petit peu optimum, ouais. Donc ça, c'est bon. Et puis, on a aussi... à Lyon, il y a des collines, hein, les collines de la Croix-Rousse. On se coltine un petit peu les escaliers, là. Genre là, ça pique, hein. On croit que c'est de la balade, mais c'est pas de la balade urbaine. Hein. Bah, non, du coup, avec tout équipé. Voilà. Surtout que des fois, on les fait sortir de la galerie, des arêtes de poissons, ils pensent que c'est fini, mais on se coltine après la colline. Jusqu'à Fourvière. Enfin, aussi, c'est Fourvière le... Pour tester un peu le mental, ouais. Ouais, Fourvière, plutôt la Croix-Rousse. Ok. Ça, c'est nos locaux. Voilà, les bureaux. Quand je vous dis qu'on est tout autonome, on est autonome. Parfait. Hop, petite pause sur la vidéo, juste pour vous parler d'une chose. Firefight Box. Vous êtes sur la chaîne de Firefight Box, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Et je voulais juste vous parler de ce qu'on fait chez Firefight Box. Peut-être qu'il y en a certains qui ne le savent pas. Chez Firefight Box, on vous propose tous les 2 mois un coffret mystère avec du matériel de pompier à l'intérieur. Dedans, vous recevez entre 60 à 90 € de produits en termes de valeur et vous payez uniquement la box 49,90 € avec l'abonnement, 59,90 € si vous voulez l'acheter en une seule fois. Parce qu'on a 2 offres, une avec un abonnement, donc c'est sans engagement. Vous vous abonnez, tous les 2 mois vous recevez votre box et vous êtes prélevé tous les 2 mois automatiquement. Vous pouvez vous désabonner quand vous avez envie. C'est libre, c'est flexible. Et l'autre possibilité, c'est en achat unique. Vous pouvez commander en une seule fois, vous achetez une box. Alors le contenu ne sera pas dévoilé pour autant, mais vous commandez une fois. Si ça vous plaît, vous passez sur l'abonnement. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Bref, je vous laisse. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site firefightbox.com. Le lien se trouve dans la description. C'est grâce à ces box qu'on peut se permettre de vous faire visiter ce genre de caserne, de vous proposer ce genre de contenu sur YouTube. Parce que c'est gratuit pour vous aujourd'hui ce que vous regardez. Mais sachez que derrière, il y a un besoin de financement parce que les voyages, les billets d'avion, les visites, le matériel, etc., ça coûte très cher. Donc, je compte sur vous pour vous rendre sur Firefight Box. Testez. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, faites-nous vos retours. On est aussi preneurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne serez pas déçus et que vous en aurez pour votre argent. Sur ce, je vous laisse continuer sur cette belle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like. Bonne vidéo! Ensuite, on a une salle de cours dédiée. Donc là, des locaux où uniquement les personnes dans la spécialité... Parce qu'on prête la caserne au JSP, par exemple. Ok. Donc quand il y a une petite salle de réunion, voilà, c'est une réunion... qui peut servir. Bon, c'est top. Alors, ce que je peux dire ici, dans cette salle de cours, j'aime bien présenter la spécialité, ce pourquoi on existe, en fait, le milieu confiné. C'est très simple, c'est tout sur les murs. Alors, premièrement, la ligne de métro. Donc, on a le 2e réseau de France. Donc, le 2e réseau de France. Et puis, en 1978, au début de la construction du métro, et à la fin, 1981, nos anciens ont réfléchi comment intervenir, en fait, dans des tunnels, en fait. Okay. Et en 1981, a été créé le groupe d'exploration longue durée, un GELD, à l'époque, 1981, un GELD. Donc, il y a à peu près 17 GELD en France, je crois, de mémoire. Donc, du coup, on était GELD, groupe d'exploration longue durée. Et après, on est devenu groupe d'intervention milieu confiné du fait qu'on a développé nos top métro et nos top SNCF. Mais en fait, c'est pareil. Ok. Donc voilà. Et pourquoi a été créé ça? Si on regarde bien au niveau des scénarios majorants, on a des interstations de 1682 mètres, par exemple. Voilà. Ici, tout cumulé, on a 1500 mètres. Okay, ouais. Là, on est autour de 1500 mètres. Donc ça, c'est les prolongations, mais avec des puits de pénétration. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Voilà. Okay. On a le 2e réseau de France. Donc ce pourquoi on existe, c'est parce qu'on a le 2e réseau de France dans le... Ok. Voilà. Il y avait Et le après, besoin. quand vous faites le tour du département, vous voyez qu'il y a du tunnel ferroviaire. Et sur les tunnels ferroviaires, sur les 40 tunnels ferroviaires à risque en France, on en a 6 à risque dans le Rhône. Voilà. Ok. Dont certains, les écharmeaux, il fait 4 km 153. Voilà. Donc la différence entre le tunnel SNCF et le tunnel métro, c'est que dans le tunnel SNCF, il n'y a pas grand-chose. Et dans le métro, il y a du désenfumage, il y a de la colonne sèche, alors qu'on ne retrouve pas ça dans le tunnel SNCF. Et puis comme à Lyon, la spécificité de Lyon, c'est les collines et les tunnels,
Donc on a quand même 3 tunnels qui passent sous colline. Voilà, donc avec le ouais. développement des modes doux et les déplacements des personnes dans la métropole, le matin, vous avez des trains qui sont pleins qui passent sous colline, et le soir, vous avez des trains qui sont pleins qui passent sous colline. Donc du coup, avec des Ouais, du trafic, tout le temps. et des risques liés à tout ça. Hein. Donc ce pourquoi on existe, c'est aussi... Il y a un réel besoin... Et puis on continue. Voilà, le tunnel routier. La catastrophe du Mont Blanc en 1999, 39 morts. Donc du coup, on a fait après un bilan de tous les tunnels routiers qu'il y a au niveau du Rhône. Et puis, toujours pareil, toujours les collines, toujours le trafic du soir, ouais. Vous avez le tunnel de Fourvière qui est mondialement connu par rapport à ces bouchons qui passent sous la colline de Fourvière, le tunnel de la Croix-Rousse qui passe sous la colline de la Croix-Rousse, voilà, le boulevard périphérique nord de Lyon qui passe au nord de Lyon avec des tunnels de 3,8 km. Voilà, donc, et puis dans le département aussi, entre la Loire et le Rhône, on a des tunnels de 3,9 km. Voilà, ce pourquoi on existe aussi, c'est parce qu'on a pas mal de tunnels routiers. Il faut savoir que la zone très très fournie en tunnels. Hein, avec les montagnes et tout ça. Et puis ça reste aussi un axe. C'est pour ça qu'il y a le centre d'études des tunnels qui est à Bron, chez nous, où on a un partenariat avec eux. Okay. Et on est on a une convention avec eux et on est assez liés par rapport à la formation. C'est vrai que si on cumule les tunnels routiers, ferroviaires, le métro et ce qu'on va voir juste après, ça fait quand même beaucoup de... je finis par le parc de stationnement couvert. Donc, dans les années... Alors moi, j'ai connu, il fallait chasser la voiture des quais, ce qui avait été fait. Donc ça, c'est les années 80. Et après, il fallait enterrer la voiture. Ça, c'est plutôt les années 90-2000. Il fallait enterrer la voiture. Donc, il fallait construire des parcs de stationnement. Ce pourquoi il y a beaucoup de parcs de stationnement en presqu'île de Lyon. Ouais. Voilà. Et puis maintenant, il faut chasser la voiture de Lyon. Voilà. Si on peut éviter de venir en voiture, c'est mieux. Donc du coup, selon les époques, on voit bien que... le besoin est toujours là. Et ce pour qu'on existe, c'est qu'il y a énormément de RP, parcs de stationnement couverts, notamment avec Lyon Parc Auto. Ils ont 40 parcs de stationnement. Ouais. Donc voilà. Là, j'aime bien venir ici parce que ça montre aussi un petit peu notre engagement dans les arêtes de poissons, comme j'ai expliqué. Et puis, on va s'entraîner aussi au centre de formation et d'entraînement aux techniques d'intervention au tunnel à Modane, au tunnel de Fréjus, où on vient faire de l'aguerrissement à la chaleur. Voilà, donc avec des températures qui montent, vous voyez, au niveau des... là, on est à 291, 214. Bon, ça, c'est pris au niveau du plafond fumé, mais en fait, on fait des portages lourds à la chaleur et c'est très engageant. On passe des super journées, tout le monde aime bien. C'est sûr que c'est des choses qui se voient pas tous les jours en plus, donc ça doit être attendu. Et au niveau de ces entraînements-là, c'est réparti combien de fois à peu près dans l'année? Est-ce que c'est des choses qui sont assez régulières tous les 5 trimestres? fois dans l'année. Donc tous ceux qui passent en formation initiale passent par Modane. Directement. Et puis après, je recycle un petit peu au fil de l'eau. Donc tous les 2 ans à peu près, les gens passent à la moulinette à Modane en fait. Ok. Donc ça reste, ça fait 2 fois par trimestre, quoi, plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Et puis là, on a toutes les tours de Lyon où en fait on peut monter, on fait des entraînements spécifiques. Et puis là, on a donc l'appui robotisé, donc on a un projet d'achat de robots, à l'instar de ce que fait le BMPM à Marseille et la BSPP à Paris, c'est d'acquérir des Colossus. Donc j'ai espoir qu'en 2026, fin 2026, on puisse acquérir des robots, ça pourra, pour l'appui robotisé qui sera normalement peut-être à l'instar de ce que fait la brigade gérée par les GELD, en fait, le GELD, les milieux confinés, les équipiers milieux confinés. Ok. Qui pourra du coup venir servir à toutes les spécificités de la... Ça, ce serait bien. Mais rien n'est fait encore. Donc, en tous les cas, on a un projet de développement pour mettre des robots dans des tunnels. Ouais. C'est vrai que ça ferait... Je pense que ça fait plus sens dans ce genre de milieu, justement, d'avoir des robots
pour encore plus ce genre de tunnel, etc. avant d'envoyer tout le monde. Voilà pour mieux confiner. Parfait. Enfin, cette spécialité intéresse. Comment ça se passe au niveau des formations? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait voilà, sur, Alors, je sais pas, sur concours donc tu viens à Rochat, tu es mieux confiné. Tu passes ton stage initial de MC1. Ok. 7 D'entrée 7 jours, ouais, 7 jours. Voilà, tu fais 7 jours. 7 jours. Donc c'est des stages qui sont engageants hein, quand même. Ensuite, après, tu peux faire un stage de chef d'agrès, chef d'équipe milieu confiné 2, voilà, MC2. Voilà. Et puis pour les officiers, ils vont au MC3. Voilà. Ok. Et il y a des prérequis? Non, il n'y a pas de prérequis. Si tu es muté à Rochat, tu sais pourquoi tu viens à Rochat. Donc, ouais, généralement, ceux qui viennent ici justement savent qu'il y a cette spécialité et c'est quelque chose qui intéresse également. C'est bien cadré. Ok. Tu vas à Corneille, tu connais. Tu vas à la Duchère, c'est pareil. Voilà, donc tout le monde passe à la moulinette 7 jours. Après, ceux qui veulent aller plus loin, 5 jours. Et les officiers font encore un stage de 7 jours. Ok. Mieux confiné 3. Et puis, et après, ils sortent chef de groupe MC3. Ok. Et du coup, sur cette première formation de base pour le MC1, comment c'est agencé sur ces 7 jours? Alors, la première journée, tu as la bienvenue, bien sûr, du stage, mais là, ils sont pris en main par un médecin dédié à la spécialité pour l'instant, qui leur fait un cours sur le stress thermique et sur les contraintes physio. Ok. Voilà. Et l'après-midi, ils font l'ascension d'une tour. Ils en pratiquent. Le premier portage, c'est à peu près 1h10. Ok. 1h10 de portage. Du coup, là, les doubles bouteilles avec le... Avec les bouteilles, ouais. Ok. Et après, le lendemain, ils vont dans les galeries. On est sur du 1h20 de portage. Après, ils se reposent. Et après, on va à Modane sur 12 heures. Ok. Là, ils font à peu près cumuler 1h50 de portage. Ok. Et il y a une partie... Du coup, là, c'est quasiment que de la pratique et du coup, formation terrain. Et il y a une partie théorie un petit peu... Théorie, formation sur le terrain, pratique. Tout se faire plus ou moins en même temps. Ouais, ok. C'est tout cadré, il n'y a pas de problème. Et puis après, on fait plutôt de la pédagogie mardi, mercredi sur les techniques opérationnelles métro, techniques opérationnelles SNCF. Et après, ça c'est le mardi, mercredi, donc et le mercredi après-midi et jeudi. Donc le mercredi après-midi, on fait une grosse manœuvre grand volume. Donc là aussi, c'est du portage lourd, mais avec du sauvetage de sauveteurs, d'extraction de victimes. Donc ça, c'est un peu lourd. Et le jeudi, ils font 3 manœuvres d'affilée, dont une manœuvre de nuit. Voilà, et on finit à 4h du matin. Ok. Voilà, donc là, on enquille 3 exercices. Intense, ouais. Ok. Et est-ce que si vous auriez un conseil à transmettre à quelqu'un qui voudrait arriver demain pour cette spécialité, qui viennent préparer. Physiquement, mentalement. Et un petit peu mentalement aussi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être prêt. Ouais, tout à fait. Si on est claustrophobe, on oublie. Pas claustrophobe, parce que tout le monde est pompier de base, donc a son tronc commun de pompier du risque courant. Voilà, mais ce on cherche au milieu confiné, c'est beaucoup plus de mental et on est sur la longue durée, donc. Savoir rester calme. On va plus doucement, on est plus calme, on est plus réfléchi, on a forcément un gradé contrôleur, on a des garde-fous pour la sécurité de l'intervenant, donc ça c'est très important, on fait pas n'importe quoi, on a un process d'engagement qui est très carré, donc et on déroge pas à cette règle. Ouais, ok. Bah, c'est ce qui permet après d'être en sécurité avec tout le monde. Tout à fait. Et ta sécurité, la sécurité des autres. Parfait. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day. La planche. Donc la planche. Derrière le magasin, donc à proximité, on a le magasin incendie. Comme ça, les gars, ils ont accès tout ce dont ils ont au besoin. matériel incendie là, en direct live.
Ok, et du coup la centrale qui gère tout ce qui est aérien, etc., c'est centrale à toute la métropole ou c'est chacun, j'ai vu que là-bas il y avait... Alors on a de l'eau aérienne, mais après on peut se faire ravitailler après si on a besoin. Ouais, ok. Le fourgon de la spécialité, le FMC, fourgon milieu confiné. Donc là on retrouve Donc là on trouve les deux des racks bouteilles. en fait. Ouais, coulissant. Avec tout. Donc là on a des petits appareils RSF. Donc le rack correspond à une équipe. Ok. Du coup vous montez à 8, c'est ça? Dans le... Non, alors on a une capacité de 12 personnels là-dedans. Ok. Par contre on monte à 4 dedans. 4, ouais, quand même dans les fourgons. Parce que nous on travaille à 4. Ok. 4 SP. Deux binômes, 4 SP qui peut se transformer en 2 binômes. Donc on a beaucoup d'agilité sur passer de 4 à 2x2, de 2x2 à 4. Ok. Voilà, sur des équipes sur ce qu'on appelle Eco. Eco, c'est l'équipe. Équipe 1, Eco 1, Eco 2, Eco 3. Et on a beaucoup d'agilité Ok. pour passer là. Tout le monde, du coup, a l'habitude de travailler avec tout le monde. Et... Tout le monde travaille, tout le monde. Le process, il est carré cubique. Et on se comprend là. Normalement, ce que je viens de dire, tout le monde le comprend. Ouais. Chez nous. Donc voilà, on est un petit peu autonome sur les radios. On a des moyens supplémentaires de radio pour les chefs d'équipe, pour la communication. On a un relais indépendant portable aussi. On peut être autonome et se créer une bulle tactique voilà, en cas de chute de réseau. Ok. Pour la sécurité des intervenants, on a des caméras thermiques individuelles. Ok. On a deux caméras d'attaque. Voilà, on a deux frigos. Voilà, on a des gilets réfrigérants. Ok. Avec les glaçons importants. Des réserves d'eau. Bah, dans les produits qu'on vous a mis, il y a des pastilles hydratis. Ouais, moi, j'en ai au bureau. On en a mis un tube pour tout le monde. Donc vous avez 120 tubes, ça pourra faire un petit moment. Donc on a le rack Eco 1 est en RSCF, le rack Eco 2 est en RSCF et le rack du milieu est en bibouteille en fait. Ok. Ça, il y a tout en fonction. Là, on est plus spécifique sur du tunnel routier. Tunnel routier, grand volume PSC, parc de stationnement couvert. Et après là-bas, on est plus sur du RSCF et tout ce qui est tunnel métro, tunnel ferré. Donc ça dépend vraiment du type d'intervention ou c'est le matériel qui dépend. Parfait. Donc c'est un équipage de 4 dans le véhicule. Les fameux blocs de glace. Une bloc de glace qui va dans l'ARSF. Ok. Du coup, ça vous a des moules, je suppose. Au local, ouais. Au local qu'on vous a montré tout à l'heure. Et au niveau du changement, c'est compliqué à faire sur Inter ou c'est quelque chose qui se fait assez facilement? C'est assez aisé. Ouais. Balises. Ils ont des balises personnelles? Non. Non. Par contre, là-haut, on a des balises vertes, des balises oranges. Tout ce qui est lié au vert, c'est tout ce qui est sortie. Itinéraire de repli, itinéraire de secours, sortie de secours. Voilà, et tout ce qui est orange, c'est plutôt point remarquable, danger. Ok. Donc chaque personne a de balises sur lui lumineuses pour se viser, enfin avoir plus de visibilité tunnel ou autre. Une guide de 400 mètres. Alors, ce que tu retrouves pas au risque courant, parce que le risque courant c'est 50 mètres. 400 mètres, ça fait 400. Et du coup, quand c'est sur typiquement les tunnels de tout à l'heure, où vous me disiez 1500 mètres, etc., c'est... Vous attaquez au chaque bout, il y a une ligne montée à chaque bout, ou vous faites des relais avec du coup les deux. Ça dépend où est-ce que ça se situe, ouais. Ça dépend de la stratégie. Il y a une guide de 100 mètres.
Donc ça, c'est un équipement personnel ou c'est Non, ça va sortir en c'est complet dédié à l'équipe. Hein. à l'équipe au complet, ouais. Ok. La limite de 100 mètres. Donc tout ce qui dépasse le risque courant, 50 mètres, après normalement c'est pas nous. Ok. Quand tu tiens le tiroir, voilà, chaque équipier chef d'équipe retrouve son masque, son appareillage pour radio. Ok. Et du coup, ça, c'est pareil, c'est personnel ou c'est collectif? Non, mais là c'est collectif, mais Collectif. en fait tu tombes selon en fait ton positionnement, tu tombes sur ton matériel. Ok. Avec tout déjà prêt. Tout déjà prêt. Ils n'ont pas à devoir aller chercher un sac ou autre, tout est déjà prêt direct. Je montre une petite spécificité sur la RSIF par rapport au masque que je t'ai pas montré tout à l'heure. Donc t'as un essuie-glace là. Tu vois. Oui, bah, du coup, ouais, ça doit faire On pas mal de retrouve, buées Donc avant de partir, ça devient les mecs chaud. doivent mettre leurs produits anti-buées. anti-buée. Ok. C'est pour ça qu'on est toujours un peu plus long à s'équiper parce que il faut bien prendre le temps de Ouais, bah, qu'il n'y c'est ait pas sûr. un Ouais. petit caillou dans la chaussure par exemple, parce qu'on va plus loin que les autres et plus longtemps. Donc faut pas qu'il t'arrive quoi que ce soit à une demi-heure et à 400 mètres du point de pénétration en fait. Et du coup, ça, l'essuie-glace se retrouve pas sur le bibouteille. On se retrouve pas sur le bibouteille, non. Le haricot bibouteille est un haricot. Ok. Donc c'est les mêmes spécificités, si ce n'est qu'il y a Qu'un- une bouteille avec ouais. une capacité supérieure. C'est la même Pour le reste, chose. dans la mise en œuvre, c'est pareil. Similaire. Ok. Sur l'autre côté, Ouais. donc là, on va pas les sortir, mais en tous les cas, on a des loris embarqués. On a 2 loris. Et comme je disais tout à l'heure, on met en place des techniques opérationnelles SNCF et métro avec 2 loris, avec 2 équipes de 4. Et on fait un déploiement de tuyaux dans le métro ou dans le SNCF jusqu'à 800 mètres à peu près. Donc on a des loris embarqués. Donc ça nous donne beaucoup d'agilité pour intervenir. Ouais, bah, vous êtes totalement indépendant quoi, Complètement de. indépendant. Parfait. On a aussi... donc là, on a le read pack, le read bag, d'accord, qui permet une assistance respiratoire. Donc tous les ELD longs, il n'y a pas de problème. Ils ont souvent des fastboards, nous on les a pas, mais fastboard c'est des planches de sauvetage Ouais. en bureau. Nous on a des brancards d'extraction qu'on retrouve au graisse. Donc le graisse, ça nous fait de l'extraction en turée de masse. Et comme on est très aguerri là-dessus, on a gardé ça et ça fait le boulot. Ça fait pareil. Ok. Et donc du coup, petit départ échelle à l'improviste. Donc, on va essayer de vous filmer ça. Ça va un petit peu couper les explications. Mais c'est les aléas du direct. Hop, les petits plans de la jolie caserne. Hop. Et c'est parti. Il y a 3 personnels sur VSAB1, 3 personnels sur le 2, 3 personnels à l'échelle que tu as vu partir, 3 personnels sur le fourgon, qui est complété par 3 personnels de l'ambulance s'il y avait besoin d'un fourgon Pompton. Ok. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est 14 de garde. Donc la semaine, hors vacances scolaires, on est 17 à la garde. Et pendant les vacances scolaires, on est 14 à la garde. Et les week-ends également, 14 à la garde. Et la nuit aussi, on est 14 à la garde. Ok. Et du coup, que des professionnels? Ou il y a du volontaire Professionnels et volontaires. Volontaires, c'est 1 par garde. Le reste, c'est des pros. Ouais. aussi? Ok, parfait. Globalement, c'est ça. Le régime de travail, il y a des gens qui sont en garde de 12 heures. Il y en a qui sont en garde de 24 heures. Et il y a un mixte de 12 heures, 24 heures. En fonction des besoins. 4 tours de garde de 24 heures. Et les 12 heures viennent compléter
Voilà, selon le choix personnel des agents. Ouais, ok. Après, en termes d'encadrement, on a 5 officiers en fonctionnel ici et on a 15 officiers qui prennent des chefs de garde ici. Donc il y a des officiers qui sont fonctionnels, qui prennent leur garde ici. Et il y a des officiers extérieurs qui viennent prendre des gardes de chefs de groupe. Et ils sont quasi tous formés milieu confiné 3 Ok. voilà, par rapport à la spécialité. Ok. Et du coup, ils se déplacent aussi entre les différents centres ou c'est Non, uniquement propre à celui-ci? Ils Ouais. restent à Rochon, ouais. Ils sont affectés. Il y en a qui sont fonctionnels opérationnels ici, il y en a qui sont fonctionnels ailleurs mais opérationnels ici. Mais par Ok. contre, tout le monde est opérationnel ici. Ok. C'est une compagnie, tu fais, quand tu es d'ambulance, tu fais 10 inters par jour. 10 ambulances par jour. La nuit, je sais pas trop, mais c'est bien 2 à 4 par après minuit. Ok. Ouais, donc ça arrête Donc, pas quand même. C'est intense, ouais. C'est reste infernal. J'ai grande métropole. C'est... Voilà, c'est Ça va avec. 30 inters, entre 25 et 30 inters par jour. Par 24 heures, il y a autour de 10 000 interventions. Ok. Et vous avez une idée à peu près de la répartition entre ce qui peut être accident secours routier, des feux, Vraiment, c'est que du secours, 80% de SUAP, 7% d'incendie, le reste c'est divers, non, c'est ça, à peu près. Ok. Et c'est pareil pour toutes les casernes de la métropole, ouais. Vraiment, Ça se répartit. En Noël, c'est à peu près pareil. Ok, super. Voilà. C'est parfait. Et voilà, c'est terminé. Et ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la visite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Pompiers Lyon-Madeleine, où vous pouvez tout simplement venir toquer à la porte. Vous serez toujours les bienvenus à la caserne de Lyon-Rochat. Donc, à très bientôt. Merci. En fait, ils voulaient mettre des plafonds à 2,50 €. Ah oui, oui. J'aime. Regardez la charpente. J'ai dit non, mais je dis il faut garder la charpente parce que avec la sueur, machin. Alors des fois, tu vois, tu peux aller sur la mezzanine. Bah, Ouais, pour faire un sport dehors. du coup, j'avais été entendu là-dessus. Là. La caserne, j'ai oublié le nom. Voilà, ça fait 4 heures que je filme et j'ai oublié le nom. Caserne Rochat. Ouais, je vais faire mieux, je vais faire plus court. Ça fait chier, y a pas de vent, ça aurait été beau le drapeau là. Paf, tu feras ce que tu veux avec ça. Moi, c'est fini pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus de batterie. Allez hop.